Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir bravé la pluie pour être parmi nous ce soir. Ce soir, le sujet est donc bonjour, salut, wesh. Comment évolue la langue française? Notre langue est en perpétuelle évolution. Chaque année, les mots faisant leur entrée dans le petit Robert sont scrutés avec attention. Véritable miroir de notre société, ces nouveaux mots en disent long sur les débats et sur les faits qui ont marqué notre pays. Comment un mot devient viral, voire le symbole d'une génération. Avec l'explosion de l'utilisation des messages vocaux qui a volé la vedette au langage SMS, l'inquiétude des professeurs sur la maîtrise de la langue française par leurs élèves et le désintérêt pour la lecture, délaissons-nous notre langue. Pour en parler ce soir, Françoise Gadet, bonsoir, professeure émérite de sociolinguistique à l'Université de Nanterre et membre du collectif Les Linguistes Atterrés. Vous êtes notamment l'autrice de La variation sociale en français et Les parlers jeunes dans l'Île-de-France multiculturelle. Vous co-dirigez avec André Thibault la collection linguistique variationnelle dans la maison d'édition Classique Garnier. En 2023, vous cofondez le collectif des linguistes atterrés et vous co-signez un tract chez Gallimard, Le français va très bien, merci. Vous devenez membre fondatrice de l'association Tract des linguistes. Jean Pruvot, bonsoir. Professeur émérite de lexicologie et de lexicographie de l'Université de Cergy-Pontoise. Vous dirigez un master sciences du langage ainsi que le laboratoire CNRS Lexique Dictionnaire Informatique. Vous êtes par ailleurs directeur éditorial des éditions Honoré Champion et vous organisez chaque année, et ceci depuis 25 ans, la journée des dictionnaires, événement qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la langue française. Pour commencer, le mois dernier, la publication par Libération de l'interview de Maria Candéa par Marie-Ève Lacasse, intitulée « À mon jean, manche à la cantine », a entraîné les réactions habituelles d'indignation et de déploration face au déclin supposé de la langue française. Avec en prime le thème du grand remplacement, puisque le terme technique pour ce phénomène africation a été confondu par certains avec africanisation. Quel est votre point de vue et quels éléments peut-on tirer de cette polémique? Françoise Gadet. Oui, un peu triste que ce soit à l'occasion d'une méprise à ce point ridicule, parce que d'accord, africation c'est un terme technique très spécialisé de phonétique, mais la façon dont ça a été entraîné vers Afrique est quand même risible. Donc on découvre. Et ça, pour le coup, c'est plus normal qu'on découvre, on se met à entendre quelque chose qu'on a sous l'oreille, si je puis dire, depuis fort longtemps, parce que moi, je fais des enquêtes et je travaille avec des enregistrements depuis pas mal de temps. Et dans les années 80, j'ai le phénomène de façon très claire. Et cet après-midi, il y avait sur France Inter une émission justement autour de l'affrication et l'intervenant, Cyril Trimaille, un phonéticien, a souligné à quel point Gabriel Attal, qui n'est pas franchement un loupard de banlieue, fait des affrications. Et il en fait beaucoup. Ce qui veut dire que le phénomène, il est là, on ne l'entend pas, et on se met à l'entendre en l'attribuant à une population qui, certes, fait des affrications, mais ce qu'a souligné Cyril Trimaille, c'est que nous en faisons tous. C'est le fait de prononcer des consonnes te et de, non pas techniquement ça s'appelle des occlusives, mais avec un léger relâchement qui suit, que jadis on appelait des palatalisations, c'est-à-dire ça donne tse et dze. Et typiquement chez les Québécois, il se dit idzi. Donc c'est un phénomène très connu chez les Québécois, mais on l'entend en France, on l'entend constamment. Ou on l'entend pas, mais il est là. Jean Pruvot. Oui, je vais peut-être en profiter d'abord pour vous saluer. Merci d'être venu malgré la pluie. En fait, nous sommes au Kremlin-Bicêtre. Et j'ai longtemps traversé le Kremlin-Bicêtre. C'était sur mon chemin quand j'étais professeur à un certain moment. Et je me disais, tiens, ça doit venir du Kremlin. Et puis Bicêtre, je sais pas, l'hôpital. Enfin, je n'avais aucune idée de la chose. Et je me dis, c'était une commune communiste peut-être. Donc Kremlin, c'est normal. Puis après, je me dis, mais ça n'a pas de sens.
puisque en 1917, le Kremlin-Bicêtre existait bien avant. Alors voilà l'histoire du Kremlin-Bicêtre et qui entre dans le sujet. Dans la déformation des noms, il faut avoir en tête, comme le disait Françoise, que les mots ont une prononciation normée, mais elles se déforment, elles se palatalisent, elles s'associent, il y a des affrications. Bon, c'est le fricatif qu'il faut entendre là-dedans, évidemment pas l'Afrique. Et il se trouve qu'il y a bien longtemps, plusieurs siècles, un évêque qui s'appelait Jean de Winchester, parce qu'il avait aussi des fonctions en Angleterre, avait acheté quelques terres par ici. Et donc c'était l'évêque de Winchester. Alors les petites maisons qui se sont installées étaient le domaine de Winchester. C'était très difficile. À nous, pour le prononcer, on a toujours été assez mauvais en anglais, donc d'autant plus qu'on ne l'apprenait pas. Donc les gens disaient Winster, que j'en sortais pas. Et comme il arrive souvent, à ce moment-là, il y a un mot qui existe, qui a disparu d'ailleurs, qui prend la suite, parce que c'est plus facile à dire. Et de Winchester, je ne sais pas trop comment ils arrivaient à le dire, c'est passé à Bicêtre. Et pourquoi Bicêtre ? Parce que Bicêtre, c'était une sorte d'interjection qui était utilisée au Moyen-Âge, elle a disparu à peu près au XVIIe siècle. Ça venait de bissextile, les années bissextiles ayant une mauvaise connotation, donc c'était une interjection, comme on dirait, bizarre ou d'autres choses. Donc c'est devenu Bicêtre. Et le petit village, on a oublié Winchester, et Bicêtre d'autant plus que ça avait brûlé, le domaine avait brûlé, et donc Bicêtre s'y prêtait bien aussi. Et de l'autre côté, alors le Kremlin. Alors le Kremlin, c'est tout simplement que un soldat de Napoléon, quand donc après Waterloo, Napoléon est parti à l'île d'Elbe, il y a eu une certaine nostalgie des fameux grognards, et il était allé à Moscou. Dans ces fameuses batailles, il avait réussi à franchir la Bérésina, revenu en France, mais malgré tout, quand même une nostalgie de l'empereur. Et il installe une petite auberge, il ne sait pas comment l'appeler, et puis il se dit quand même, je suis allé au Kremlin, cette auberge s'appelait le Kremlin. C'est le nom de l'auberge. Et au moment où après, au début du 19e siècle, on fait donc le plan et on fait un cadastre, et il faut trouver un nom à cet endroit. Et puisqu'il y a le restaurant qui est là, le Kremlin, on va l'appeler le Kremlin. Et puis c'est devenu donc un petit village, alors qu'au départ c'était juste une auberge et quelques maisonnées. Et puis les deux villes se sont associées, ça je n'ai plus la date, mais le Kremlin et Bicêtre, et voilà comment est né le Kremlin-Bicêtre. Mais ça nous montre aussi comment les mots se déforment, comment la manière dont nous parlons aujourd'hui est un peu différente de celle qu'on entend dans les informations, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui passe au cinéma, c'était une autre. Et si aujourd'hui on entendait Louis XIV pour prendre un français normé, le français de la cour, ou si on entendait Molière, ou si on jouait les pièces de Corneille avec l'accent de l'époque, on les comprendrait difficilement. Hein, et là, il y a vraiment une évolution forte. Et puis alors, le deuxième point, je sais pas, je veux pas que je sois trop bavard non plus, donc vous me coupez encore. C'est l'évolution des sens aussi, qui est très importante. Il se trouve que j'ai fait 5000 chroniques radiophoniques, et notamment, ça a été sur France Inter, mais ça a été à Radio France aussi, et j'étais à Move, pendant un moment, j'étais Doc Dico. Donc je racontais les mots du rap, et parfois on me téléphonait, on m'appelait, on me disait « Allô, le doc ?» Je mettais un certain temps à penser que c'était moi, mais c'était moi le doc, et je racontais les mots du rap au fur et à mesure. Et un jour, pendant les grandes vacances, puisque pendant 2 mois il n'y avait pas de chronique, on me téléphone, allô le doc, est-ce que vous pourriez nous expliquer le bando? Je dis, je veux bien, à la rentrée, mais en fait je sais pas ce que ça veut dire. Il dit, mais si, il y a un rap en ce moment très célèbre, on est dans le bando, je lui dis, oui, je le connais pas, je devrais, mais je ne le connais pas. Et donc, je dis, je vais travailler, et puis je vous l'expliquerai.
Et alors là, c'est une histoire qui montre à quel point aussi les langues, et puis après je me tairai pendant un long moment, mais combien les langues se promènent. On parlait de Winchester qui devient bicêtre. Alors, il se trouve qu'en indo-européen, on a reconstitué la racine. L'indo-européen, c'est cette langue qui, à 7 ou 8 000 ans, devait être parlée du côté de l'Oural, en Ukraine, pour ainsi dire, par quelques tribus. Et ces tribus se sont petit à petit déplacées, ont conquis du côté de l'Est une petite partie de l'Inde, et de l'autre côté, ont conquis une grande partie de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on appelle ces tribus indo-européennes et la langue indo-européenne. Alors les racines qui sont là sont celles qu'on va retrouver en latin, en grec, et évidemment dans les langues qui en découlent, donc et les langues germaniques aussi, et à part le basque et quelques autres langues comme le finnois, toutes sont issues de ces vagues successives venant de ces tribus qui, sur 1000 ans, font qu'on est dans la même famille de langues. Et alors, il y avait donc une racine qui était ban, et qui est passée en germanique. Et en germanique, ça voulait dire la proclamation, quelque chose d'un peu autoritaire. C'est passé en latin, c'est passé en français. Alors, le ban, en français, on voit ce que c'est. Convoquer le ban de la guerre et l'arrière-ban de la guerre. Le ban étant la proclamation. Mais évidemment, c'est devenu aussi la proclamation elle-même, mais le lieu. Donc le lieu du Seigneur, donc la bannière. La bannière a été installée là où était proclamé le ban. C'est devenu aussi un adjectif qui appartenait au ban. Le four banal, le taureau banal. Alors banal, on comprend pourquoi, puisque effectivement c'était le même pour tout le monde. Et puis de là, on a eu le forban, celui qui était en dehors du ban, chassé du ban. On a eu bannir, qui était éliminé du ban. On a eu la banlieue, qui a une lieu du ban. Et on a eu, j'oublie pas bando, on a eu abandon. Alors, don, c'est dans le fond un suffixe, sur ban, et être à, accent grave, alors il n'y a pas d'accent grave, mais à plus loin, bandon, c'était être au pouvoir de quelqu'un, donc tout seul. Et évidemment, si je suis devant un commissaire, même si je suis innocent, on n'est pas bien. On se dit, il y a sans doute quelque chose qui va mal, et on se sent seul, d'où le mot abandonné. Alors ça a donné les maisons abandonnées, abandoned house, mon accent anglais est catastrophique. C'est passé en Angleterre. L'abandoned house, c'est vraiment le lieu où les jeunes se retrouvent, ou aussi des voleurs, ou aussi donc un lieu un petit peu inquiétant ou de rassemblement musical. C'est passé aux États-Unis et là, ça s'est abrégé en bando. Et le bando, c'est le lieu où les jeunes jouaient du rap ou d'autres trafics peut-être. Et ça revient en français. Et quand j'avais demandé dès le départ au groupe, mais d'où ça vient le bando, qu'est-ce que ça veut dire exactement, on est dans le bando, il m'avait dit on est dans la banlieue et entre nous. Et c'était assez juste. Et l'histoire montre qu'on voyage comme ça avec les mots. Et donc c'est un vrai régal. Il y a d'un côté le lexique et de l'autre côté la grammaire, dont Françoise est une grande spécialiste et qui elle aussi bouge, bien entendu. Les langues se baladent, la langue évolue. Attardons-nous un moment sur la question qui revient régulièrement. Notre langue s'appauvrit-elle ou s'enrichit-elle ? Nombreux sont les professeurs à avoir noté une dégradation de l'écriture de leurs élèves. Certes, à l'heure des réseaux sociaux et des SMS illimités, les jeunes n'ont jamais autant fabriqué de mots. Mais jamais aussi ils n'ont écrit aussi mal quand il s'agit de coucher des paragraphes sur du papier. Écrit-on vraiment plus mal qu'avant ? Écrire moins est-il un danger social ? Françoise Gadet. La question de l'écriture, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que, en effet, il me semble qu'on pourrait dire que toute l'histoire du XXe siècle est un surgissement de l'oral qui prend le pas sur l'écrit, non pas que les gens, indépendamment du fait que les gens écrivent de plus en plus, puisque les lois Jules Ferry sur l'éducation ne sont pas si vieilles que ça, si anciennes. Donc le moment où la population entière se met à écrire, c'est un événement relativement récent.
Et on le voit aux alentours de 1900, par exemple, une explosion de vente des journaux. On comprend qu'il y a de plus en plus de part de la population qui parle, qui écrit, justement, qui écrit et qui lit. Et après, tout le long du XXe siècle, on a le surgissement des technologies, les unes après les autres, qui toutes doivent changer quelque chose par rapport à l'usage de la langue. Imaginez qu'avant des choses comme le téléphone, le cinéma parlant, la télévision, la radio, etc., les gens n'ont jamais entendu parler que les gens de leur voisinage immédiat. Donc des gens qui, à 20 ou 30 kilomètres autour de chez eux, donc ils n'ont aucune idée qu'il existe des gens qui parlent leur langue, mais différemment. Ils ne le savent pas. Tout continue à changer. Et puis, à partir de, disons, je vais être très vague, la fin du XXe siècle, on voit surgir des technologies qui, elles, vont changer les modalités d'usage de l'écrit. Et en particulier, le téléphone maintenant ou l'ordinateur qui vous permet de dicter et qui écrit. Là, il y a quelque chose qui est extrêmement important et qui va complètement bouleverser la formation des jeunes. C'est le fait que... Mais ça, il y avait des gens qui le voyaient venir déjà depuis longtemps. Dans les années 80, il y a un philosophe et anthropologue, Dan Sperber, qui avait écrit un texte intitulé « L'avenir de l'écriture ». Et il prédisait, 1985, il y a presque 40 ans, il prédisait que un jour ou l'autre, les enfants n'écriraient plus. Ils n'écriraient plus parce qu'ils dicteraient ou ils écouteraient. Mais ils n'auraient plus le geste de graphier. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça fait songer, Sperber le soulignait, ça fait songer à ce que le sociologue Marcel Mauss appelait les techniques du corps. Donc, comment on apprend à tenir son corps du fait qu'on apprend à écrire. L'enfant à 3, 4, 5 ans, 6 ans, va apprendre à se tenir derrière une table, donc avant tout à se tenir tranquille, ensuite à se tenir droit, ensuite à poser les mains sur la table et ensuite à maîtriser un crayon. Si ça disparaît, il y a quelque chose dans ce que Marcel Mauss appelait le dressage du corps qui va lui aussi disparaître. Donc comment on fera pour dresser le corps de nos enfants ? Vraisemblablement, on trouvera autre chose, par exemple le développement de la gymnastique, des sports, de différentes activités, mais le dressage du corps va disparaître. Et l'épisode de savoir tenir un crayon va disparaître, enfin, ou s'atténuer considérablement. Or, le moment où les enfants apprennent à tenir un crayon, c'est extrêmement important. Apprendre à le tenir entre les doigts, et non pas un bébé qui saisit un crayon, il fait ça. Il le tient verticalement, puis il fait ça. Donc apprendre à écrire, c'est quelque chose de très important. Donc les technologies, non seulement elles modifient nos façons de communiquer, mais elles modifient également nos façons de concevoir nos corps, nos façons d'être socialement, et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose, et moi je pense que c'est quelque chose qui n'est ni à déplorer, ni à remarquer positivement. C'est là, tout simplement. Les choses changent. On ne va pas pleurer sur le fait qu'il n'y a plus de fiacres. Oui, les fiacres ont été remplacés par l'automobile, mais c'est comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de pleurer sur ce qui fait que la langue change. Jean Prévost, vous partagez ce constat ? Alors, le constat est irrémédiable, la langue change. Les compétences des jeunes sont en train de changer aussi.
Alors, ce qui est très difficile, c'est les comparaisons. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on compare une dictée faite aujourd'hui à des enfants du même âge que ceux qui étaient en 1920 ou 1930, il y a quand même une grande différence. On voit que l'orthographe a vraiment été en déclin. On est en train de constater que le vocabulaire est aussi en péril. Mais ce qui est à regarder de plus près, c'est qu'il n'est pas en péril chez tous. Et c'est ça qui, pour moi, m'inquiète et me pousse à essayer de développer le plus possible le partage des savoirs. C'est que je me rends compte que les enfants favorisés par leur milieu, certains favorisés même, je pense à des gens comme Coluche ou autres, ils étaient favorisés intellectuellement. D'une certaine manière, ils avaient une aisance orale, une aisance qui en a fait d'ailleurs des acteurs. Ceux-là, ils ont tous les outils pour eux. Ils ont des dictionnaires gratuits, ils ont des correcteurs orthographiques, et puis d'autres n'ont que des radios affligeantes qu'ils écoutent, sur lesquelles il y a peu de vocabulaire, n'ont pas besoin d'écrire, effectivement, on n'en a plus vraiment besoin si on s'outille d'un certain nombre de choses, et on arrive à un appauvrissement terrible. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que globalement, peut-être qu'il n'y a pas de baisse, mais il y a vraiment une fracture qui revient, comme celle qui était au XVIIe siècle, entre le paysan qui ne savait ni lire ni écrire, qui avait son intelligence, qui espérait apprendre à lire et écrire, et puis une partie de la bourgeoisie ou de la noblesse qui savait lire et écrire et pouvait nous donner l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et je ne voudrais pas qu'on revienne à cette fracture qui serait d'un côté des nantis avec des outils dont ils tireront toujours davantage de force. Et je pense à nos élèves de classe préparatoire, ils ont des moyens que nous n'avions pas, ils ont des possibilités et parfois donc une intelligence fulgurante, et puis d'autres qui sont dans l'embarras. Alors, à nous de travailler comme le fait Françoise, et je crois le faire. Moi, c'est très souvent que Fun Radio m'appelle depuis quelque temps pour expliquer des mots. Alors, je fais tout ça gratuitement, bien sûr. Et au début, je dois l'avouer, j'avais pas compris, on avait téléphoné, et j'avais cru que c'était culture, je sais pas quoi. Et donc, j'ai préparé bien les choses. Et puis, on demandait d'expliquer, il était à l'ouest, d'où venait le doigt d'honneur, bon, des expressions de ce type. Et devant l'enthousiasme des jeunes qui écoutaient, et puis du public, je le fais avec un immense plaisir. Partager est vraiment quelque chose d'indispensable. Et les enseignants que nous sommes, on doit le faire plus qu'avant encore. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, alors je suis vraiment ravi, je ne savais pas que Françoise se passionnait aussi pour ce qui est l'écriture. Il se trouve que mon père et ma mère étaient professeurs de sténo-dactylo. Donc, évidemment, à 9-10 ans, ils m'ont appris la sténo, enfin une sténo, parce qu'il y en a plusieurs, et ils m'ont appris à taper à la machine. Et je dois avouer que si je me suis passionné pour les mots, c'est peut-être parce que la sténographie, c'est les sons qu'on entend et qu'on retranscrit avec des signes, et la dactylo, c'est dans le fond les mots au bout des lettres, ou un E accent aigu et un E accent grave, c'est pas la même chose sur le clavier. Donc je leur en sais gré, ils étaient espérantistes, donc ils m'ont embarqué aussi pour apprendre l'espéranto, ça m'a poussé vers l'idée des mots, de la morphologie. Donc si vous voulez, quand on a des parents de ce type ou des choses un peu à côté, ça vous stimule, mais partager les choses. Et là, évidemment, je suis grand-père, je dois avoir 5 petits-enfants, je dois pas avoir, je le sais, mais il y en a un 6e qui arrive. Et donc, je suis catastrophé. D'abord, je ne veux pas mettre à dos mes petits-enfants, donc je ne vais pas corriger leur travail, mais je les vois tenir leur crayon n'importe comment, de manière maladroite, pas comme il convient, et s'ils devaient faire de la sténo, ils ne pourraient pas, ils auraient des crampes très très vite. Donc il y a une manière de tenir effectivement l'outil graphique qui fait que, eh bien, il y a une continuité. On sait que pour la lecture, c'est très important aussi d'avoir les liens. On s'est aperçu que la méthode script n'allait pas du tout. Donc il y a quand même des savoirs qu'il faudrait ne pas perdre, qu'il faudrait vraiment installer. Et aussi, je prends l'intelligence artificielle. Moi, je m'en sers énormément.
Mais si ceux qui s'en servent, c'est pour faire un développement ou quelque chose auquel ils auraient dû réfléchir, c'est dommage. Moi, je m'en sers énormément parce que quand je trouve une phrase, une citation, je ne sais pas de qui elle est, je voudrais trouver qui en est l'auteur, je voudrais savoir d'où c'est tiré. Avant, je faisais des recherches sans fin sur Internet pour retrouver à travers Gallica, à travers tout ça. Maintenant, je fais une longue phrase et généralement, il m'explique que ça vient d'un tel, on le trouve dans tel ouvrage, ça date du 17e, puis on met tout un commentaire, donc j'ai pas besoin. Mais je gagne du temps. Donc moi, je m'en sers. Mais si un de mes élèves s'en sert pour faire un petit topo sur l'orthographe, bah, c'est bien. Mais à ce moment-là, il faut aussi qu'il puisse le faire en dehors de ça. Donc il faut que ça soit un outil, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui remplace l'énergie humaine. Et c'est pour ça que vraiment je réinsiste, il ne faut pas qu'il y ait de fracture, il faut qu'on puisse partager et qu'il n'y ait pas que les meilleurs, qu'ils soient toujours meilleurs et que ceux qui sont cantonnés dans le réseau qui fait que, je sais pas, sur Facebook, moi j'ai eu le malheur de taper plusieurs fois sur Facebook sur un animal se défendant contre un serpent, je suis inondé maintenant d'animaux qui se battent contre des serpents. Bon, je vois bien qu'on m'enferme, je peux m'enfermer et être enfermé. Il faut donner aux élèves la possibilité de se désenfermer. Leur donner les outils gratuits. Il y a le Trésor de la langue française est gratuit sur Internet, le dictionnaire de l'Académie est gratuit sur Internet, Wiktionnaire, qui est pas si mal, est gratuit sur Internet. Là, je suis en train de faire un livre sur les listes racines, les racines latines qui aident les élèves à trouver des familles. Mais alors on me dit, mais où tu les trouves? Mais ils tapaient liste racines sur Internet et vous les avez. Donc il faut leur ouvrir ces portes. Donc je suis d'accord avec toi. Les moyens, on peut rien y faire, c'est bien, ça progresse, c'est formidable. Là, je sors de chez le dentiste, je suis content qu'il y ait eu des progrès. Mais en même temps, que ce soit pour tous. Et c'est là où on a un gros travail. On a vraiment un gros travail. Voilà, pour répondre. En termes de vocabulaire, on n'en perd pas, il y en a toujours plus. Chaque année, il y a 3000 ou 4000 mots que repère le Larousse, que repère le Robert. Il nous en offre une centaine, ou ça dépend des années. Donc, tout ça est très enrichissant. Mais le travail des enseignants est plus important encore aujourd'hui qu'hier. Hier, c'était la seule personne à transmettre d'une certaine façon. Là, maintenant, il faut jouer avec tous ces outils. Il faut les partager, il faut les faire comprendre. Si je peux ajouter un mot, j'allais dire le point sur lequel, les outils, tous les outils pour tous, oui, bien sûr. Mais le point sur lequel je m'interroge, d'un point de vue cognitif, c'est justement, il y a un rapport entre la main, l'œil et le cerveau, vraisemblablement. Est-ce que ce qui passe par l'oreille n'est pas la même chose que ce qui se passe par l'œil? Et donc, d'un point de vue cognitif, je m'interroge sur ce que ça produira dans le maniement de la langue. On connaît tous l'importance de coucher par écrit, ou par écrit avec la main ou par écrit avec la machine. Mais le fait que ce soit écrit et qu'on ait la visualisation de l'écrit. Donc là-dessus, je m'interroge, mais je fais confiance à l'humanité pour penser qu'elle trouvera d'autres choses pour continuer à penser. Enfin, j'espère. Moi, j'ai un peu peur des machines qui prennent le pouvoir avec des pouvoirs économiques derrière. Hein, c'est un peu ça l'inquiétude. Oui, on peut penser, en effet, non, mais c'est clair. Et puis, c'est clair que c'est une question difficile, mais oui. C'est à ça qu'on a affaire. Ce qui m'inquiète, c'est que finalement, j'ai été inspecteur de l'éducation nationale, j'étais professeur, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais pion au départ. Et ce qui m'inquiète, c'est que je vois que, tu l'as souligné, je le vois aussi, on apprend bien moins à écrire, enfin l'apprentissage de l'écriture est devenu un peu délaissé. Et de l'autre côté, alors ça c'est le fils d'un professeur de sténodactylo, moi j'ai appris à taper sur un clavier sans regarder mes doigts dès l'âge de 10 ans, donc j'écris sur un clavier 2 fois plus vite qu'à la main, ça ne m'empêche pas d'écrire à la main aussi, comme je viens de le faire là, ici, pour noter 2 ou 3 choses. Et ben on n'apprend pas plus
à taper sur un clavier. Il n'y a pas un seul enseignement alors que tous nos élèves sont sur des claviers toute la journée, où leur apprend-on à poser bien ses doigts, à ne regarder que l'écran, ne pas avoir besoin de regarder le clavier. Je les vois comme ça. Mais à notre époque non plus, on n'apprenait pas. On apprenait tout seul. Oui, mais à notre époque, on nous apprenait à écrire avec le crayon. Il y avait peu de gens qui tapaient à la machine. Et ceux qui tapaient à la machine avaient un enseignement. Mais on ne tapait pas sur des claviers. Aujourd'hui, tout le monde tape sur clavier. Aujourd'hui, il y a un enfant écrit très peu. Enfin, un enfant, ouais. il tape tout de suite sur son ordinateur ou sur son. Et personne nous apprend ça. C'est dommage. Oui, dommage. Mais il y a quand même la visualisation, le rapport entre les mains et les yeux. Je pense que c'est ça qui est important cognitivement. Oui, ben maintenant il suffit de parler. Alors enfin, donc, c'est des questions à poser. Oui, c'est des inquiétudes. Bon. J'aimerais que l'on aborde maintenant les deux polémiques que connaît la société française aujourd'hui, à savoir la démasculinisation de la langue et l'écriture inclusive. L'écriture inclusive est-elle la conséquence du manque de féminisation de la langue française ? Françoise Gadet. Alors, le phénomène, le fait de nommer le phénomène écriture inclusive est limitatif parce que on se fixe sur l'écriture, enfin comme on a toujours tendance à le faire en France. Immédiatement, on pense, dès qu'on pense langue, on pense orthographe, on pense écrit et on pense beaucoup moins largement usage de la langue. Donc l'écriture inclusive, ce qu'on appelle écriture inclusive, en fait c'est usage inclusif de la langue, c'est-à-dire le fait de faire savoir, parfois par l'écrit, mais très souvent oralement, tout simplement quand dans un discours un homme politique dit, enfin le président de la République en l'occurrence dit française, français, il fait de l'inclusif. C'est-à-dire, il ne se contente pas de dire français, qui risquerait d'être interprété comme simplement masculin. Enfin bon, en l'occurrence, c'est peu probable, mais voilà, il n'y a que le masculin qui ressorte. Donc le phénomène intéressant, c'est la mise à disposition des deux termes beaucoup plus largement que l'écriture inclusive. Pour moi, l'écriture inclusive, enfin le fait, le point médian, le fait de dire, d'écrire avec différents procédés, ça n'est qu'une petite partie du phénomène. Maintenant, de façon générale, ce que je pense moi de l'écriture inclusive, très franchement, je n'adore pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de dire aux gens, allez-y, soyez inventifs. Le phénomène est désigné, le fait que l'usage de la langue française qui s'est imposé de façon relativement récente, d'ailleurs depuis le XVIIe. Auparavant, la langue était beaucoup plus généreuse sur la façon de faire savoir qu'elle avait affaire aux femmes. L'usage actuel fait qu'il n'y a pas de visibilité des femmes. Si vous souhaitez donner de la visibilité aux femmes, qu'est-ce que vous êtes capable d'inventer ? Après, l'usage tranchera, on verra bien ce qui reste et ce qui va tomber. Mais quand j'écoute la radio, je trouve que très souvent, et pas seulement les journalistes, parce que les journalistes, on pourrait se dire, somme toute, ils ont des consignes. Sur France Culture ou sur France Inter, on leur donne la consigne, attention, n'oubliez pas, inclusif. Mais les invités tout autant disent très fréquemment les paysannes et les paysans, les chirurgiens et les chirurgiennes, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Enfin, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui prend de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qui va en rester après des dizaines d'années ? Je ne sais pas, mais ça m'intéresse parce que moi, ce qui m'intéresse en matière de langue, c'est que les gens
s'en saisissent, soient actifs dans leur façon d'en faire usage, et un minimum de maîtrise s'accaparent la langue, et pas seulement subissent le fait que le masculin est réputé faire le neutre, comme nous l'a encore dit récemment le président de la République, ce qui est faux. Il n'y a pas de neutre en français et le masculin ne fait pas le neutre. Vous voyez, voilà, c'est ça. Alors, le YEL, par exemple, va-t-il s'imposer? Je ne sais pas. Il est entré dans certains dictionnaires. Bon, pourquoi pas? Si les gens en ont envie, pourquoi pas? Ma position, c'est celle-là. Alors maintenant, sur les graphies, bon, oui, là aussi, pourquoi pas. On verra ce qu'il en reste. Tous et toutes écrits, tous, T-O-U-S, point ou tiret, T-E-S. Bon, c'est impossible à phonétiser. Mais là aussi, bon, puisque c'est de l'écrit, ça n'a pas forcément à être phonétisé, c'est pas l'objectif. On verra. Déjà, ce mot inclusif, il a toute une histoire, puisque bon, il vient du latin, includere, qui inclut. C'était un mot donc qui passait en français et qui signifiait en mathématiques inclure un certain nombre de choses. Donc c'est un terme d'abord mathématique, puis c'est passé en Angleterre où là il a pris un autre sens, un sens plus large, et à un moment donné qui nous est revenu comme un mot français qui devient un mot anglais, qui finit par être un inclusisme, quand on évoquait un voyage inclusif. C'était financièrement tout était compris. Donc il y a eu comme ça un usage de ce mot. Les Anglais y ont ajouté après dans les écoles le fait qu'il y ait filles et garçons certes, mais aussi des enfants en difficulté. Donc c'était des inclusive schools. Et puis il y a eu ce mouvement féminisme dans des États-Unis, repris aussi en Angleterre, avec tout ce qui est LGBTQIA+, qui a encore donné cette fois-ci un sens non plus dans l'usage, mais militant au mot. Alors, ça nous est arrivé aussi avec cette idée militante de l'écriture inclusive. Bon, alors, moi, ma position, elle est toujours, c'est l'usage qui tranche, on verra bien ce qu'il en est. Mais ce qui est certain, c'est que dire les enseignantes et les enseignants, ça ne me trouble pas, cet inclusif-là, je le trouve très correct, il ne me gêne pas. Il a un défaut. Le défaut que je crois on ne ressentait pas tant que ça avant, mais là, c'est déjà la langue française est à un tiers foisonnant de plus que l'anglais, ce qui est un handicap un peu. Vous reverrez, Harry Potter en anglais, c'est 400 pages, chez nous, c'est 600 pages. Ça a un coût, tout ça. Ce tiers foisonnant, donc, bon, tout faire en inclusif, c'est de toute façon encore augmenter la chose. Et je vois quand on fait des courriers administratifs, bon, j'y fais très attention pour ne vexer personne, et ça a quelque chose qui rallonge, il y a aucun doute. Alors après, là où je pense qu'il y a une autre réflexion à avoir, c'est l'idée que, alors l'écriture inclusive avec un point tous, point T, point, enfin ES, enfin, tout ce qu'on rencontre qui est vraiment difficile à lire, vraiment difficile à écrire aussi parce qu'on le voit à peu près sous toutes les formes. Là, ça relève d'une utopie à mon avis. Alors j'ai rien contre les essais, après tout, pourquoi pas. À mon avis, ça ne passera jamais dans l'usage ou dans des usages, le YEL, dans des communautés qui en sentent l'utilité pour leur personne. Mais il y avait un mot au XVIIe siècle qui était le tout ensemble. Le tout ensemble, c'était le fait que quand on regarde un tableau, on avait, c'était peut-être raté à un endroit, raté à un autre endroit, mais le tout ensemble était très réussi. Inversement, ça peut être parfait dans le détail et le tout ensemble est raté. Alors c'est resté dans le vocabulaire de la peinture, mais ça avait un sens plus large. Et justement, dans l'idée de l'inclusif, il y a cette idée du tout ensemble. Et c'est là où je dis, on est coincé,
Parce que quoi qu'on fasse, je viens de l'entendre, et je le dis et je le pratique, je mets toujours les dames avant. Donc les paysannes et les paysans, les enseignantes et les enseignants. Bon, si je fais le yel, bah, je mets le il avant. I, c'est masculin. Elle, si j'inverse, je mets forcément le féminin avant. Nous ne sommes pas un accordéon ou une guitare. J'aime beaucoup la musique, donc cette comparaison me va bien, où on peut faire plusieurs notes à la fois. On a un langage linéaire qui nous oblige à ne pas pouvoir être avec le tout ensemble. C'est impossible. Donc, c'est inclusif. Quand il s'agit de respecter l'égalité entre les hommes et les femmes, j'y suis partant. Après tout, pendant des siècles, les hommes ont eu un peu le devant, alors qu'on mette les femmes devant maintenant, c'est très bien, mais c'est pas du véritable inclusif. L'inclusif est impossible. C'est un concept qui fait avancer les choses. Alors, le prochain livre qui va sortir là le 2 mai chez Talandier, c'est le féminin au fil des mots et de l'histoire. Donc inutile de vous dire que j'ai marché sur des œufs d'un bout à l'autre parce que je me sens féministe, mais en même temps il faut écrire. Alors si j'écris écrivaine en étant aussi dans l'édition, quand vous avez la 4e de couverture où vous avez toutes les personnes qui sont de sexe féminin qui veulent leur nom, on ne sait plus trop que faire, on leur demande leur avis, mais il y en a qui veulent auteur EURE, d'autres autrice, ce que je trouve pas si mal, mais bon, et puis d'autres formules, d'autres qui veulent pas du tout, qui veulent rester masculins. Madame le secrétaire perpétuel d'Académie, elle supportait pas qu'on dise la secrétaire. Donc chaque dame a le droit, et chaque personne a le droit d'avoir, dans le fond, non pas son genre, mais son genre grammatical presque. Alors c'est pas économe non plus, ça. C'est assez compliqué pour un éditeur quand vous avez 7 dames et qu'il n'y en a pas une, enfin il y en a que 2 ou 3 qui veulent être ceci ou cela. Bon, moi je respecte, l'usage tranchera, et il faut aussi se dire que il y a des choses qui nous choquent à un moment donné et qui après qu'on accepte tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans la langue, ça nous énerve. Autrice, je n'aimais pas ce mot. Voilà, je disais, mais il existait déjà au XVIIe siècle. Oui, mais ça, c'est un faux argument, parce que, en fait, quand vous prenez le dictionnaire, par exemple, de Godefroy, de l'ancienne langue française, que vous en prenez certains du XVIIe, vous trouverez autrice, vous trouverez auteuresse, vous trouverez auteurelle, vous trouverez auteur avec un E, on trouve tout. Donc, si vous voulez, quand on me dit « Ah, mais ça existait », bah oui, ça existait. Mais c'est le problème, c'est l'usage. Et dans l'usage, c'était pas très répandu. Et quand on prend le 19e siècle, Madame de Genlis, qui a fait un travail considérable pour défendre les femmes, et sur lequel je consacre presque un chapitre, parce qu'elle a écrit plus d'une centaine de livres, et on les a ignorés, il fallait les connaître. Elle parle de femmes auteurs. Bon, chacun a eu sa formule. Et moi, j'attends l'usage tranchera. Autrice ne me dérange plus. Mais je reviens au point de départ. C'est que quand le mot paratonneur est arrivé, on ne le supportait pas. Et un mot comme enseignant, on l'a complètement oublié. Avec Michel Arrivé, qui est un très grand linguiste, Daniel Lehmann, dans cet ouvrage sur l'encyclopédie du bon français, ou l'encyclopédie du français, en 3 volumes, il y a une levée de bouclier sur le mot enseignant. C'est 1968 qu'il l'a installé, enseignante évidemment aussi, mais on ne supportait pas ce mot-là. On disait il était inutile, il ne sert à rien, etc. Donc les mots, pour nous, un enseignant, on est enseignant-chercheur en plus. Donc le mot enseignant, c'est un joli mot, il ne nous pose aucun problème. Mais en 1900, ce dictionnaire date de 1970, il en posait un, et il dit, c'est à cause de 68 qu'on a enseignant, et ce vilain mot utilisé par le ministère. Bon, on voit bien que les choses changent. Alors autrice, ça sera pareil. Et l'usage tranchera, voilà, puis c'est tout. Je vais pas. Je pense quand même que, bon, moi, comme je dis souvent, inclusif, jusqu'à un certain point. Le point me pose un problème, quand même. Ce point médian, c'est pas trop mettre. Mais bon, là, c'est le vieux conservateur qui s'exprime.
En préparant cette conférence, justement, j'ai pu fouiller et j'ai trouvé quand même pas mal de métiers qui sont utilisés uniquement en masculin aujourd'hui, mais qui existaient également au féminin. Par exemple, bourrelle, qui est une femme bourreau. Procureuse, poétesse, bon, orfèvresse, mairesse, victrice, tavernière, médecine, agente, qu'on n'utilise même plus dans la fonction publique, vétérante, proviseuse, qui étaient des mots qu'on utilisait très régulièrement, enfin dans l'usage quotidien. Pourquoi ont-ils disparu et êtes-vous pour leur réhabilitation ou justement laisser l'usage faire et voir qui gagne à l'arrivée? Alors, moi je ne parlerai pas de réhabilitation. Ils n'ont pas été utilisés dans l'usage et ils reviennent, tant mieux. Mais il ne faut pas croire qu'ils n'aient pas été utilisés. Autrice, tu l'évoquais, bien sûr. Professeuse, qu'on ne trouve pas très jolie, mais on le trouve au 19e. Tous ces mots-là, on va les trouver. Donc parfois, à un moment donné, alors ce qu'on oublie de dire, c'est que ce sont les femmes qui parfois, pour avoir le même pouvoir que les hommes, ont souhaité le masculin. Et ça a duré encore un certain temps. La première directrice de l'IUFM, donc de l'Académie de Versailles, une femme formidable, féminine et active et féministe, elle tout de suite dit « Je suis madame le directeur de l'IUFM ». Bon, c'est son droit. C'était un peu l'image de l'homme du pouvoir. Aujourd'hui, ce qui me semble aller vers l'égalité, c'est qu'effectivement, directeur, ça me paraît normal. Je vois pas pourquoi on n'est pas une directrice d'école maternelle, une directrice d'IUFM. Alors professeur, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des mots. Il y a vétérante, mais on hésite. Vétérane. Il y a médecine n'est peut-être pas le meilleur. Donc il y a des mots sur lesquels c'est pas si facile que ça. Il faut pas ironiser sur ces sujets-là. Et je suis ravi qu'il y ait une féminisation des noms de métiers, c'est tout à fait logique. Bernard Cerchilini a fait un très joli travail là-dessus. L'Académie l'a fait assez tard, mais Dominique Bonnat, Daniel Salnave ont participé à un rapport qui accepte, c'est eux-mêmes d'ailleurs qui ont accepté et plutôt promu autrice, qui peut être étonnant aussi. Donc non, moi je trouve ça très bien, j'ai pas la moindre opposition. Non, je souhaite pas qu'il y ait des bourrelles. Françoise Gadet, vous avez quelque chose à ajouter? Non, juste deux petites remarques sur l'usage courant. Alors, bourrelle, on n'en aura pas besoin puisque, avec l'abolition de la peine de mort, c'est réglé. Et puis, médecine, les gens disent, non, on peut pas dire médecine puisque c'est pris par la discipline. Regardez cuisinière, où ça marche très bien. Les cas dans lesquels vous risquez de confondre l'appareil ménager et la femme qui fait la cuisine, ils sont relativement rares. C'est-à-dire les mots, c'est bien, mais les mots en contexte, c'est encore mieux. Et en contexte, vous n'avez aucun risque de confondre les deux types de cuisinières. Vraisemblablement, vous n'auriez aucun risque non plus de confondre les deux médecines. Donc, encore une fois, c'est une question d'usage. Et je pense, comme moi, je suis plus syntacticienne que lexicologue. Enfin, je suis pas du tout lexicologue, d'ailleurs. Je suis syntacticienne. Et donc, ce à quoi je pense, c'est l'usage en contexte, c'est-à-dire dans quelle phrase c'est utilisé. D'ailleurs, je faisais souvent travailler mes étudiants en leur disant « Essayez d'inventer un contexte dans lequel il puisse y avoir ambiguïté ». Mais en général, ils ne trouvaient pas. Donc, j'ai également, en préparant cette conférence, je suis tombée sur un article très intéressant sur l'accord de proximité, qui a été fréquemment utilisé jusqu'à la Renaissance. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cet accord grammatical et pouvez-vous nous donner votre avis sur sa potentielle résurrection? Alors là, je dirais de nouveau, on tombe sur une question d'usage. Si vous avez les routes et les chemins boueux, ce qui vient spontanément, c'est boueux. Les chemins et les routes boueux, normalement on dit boueux, l'accord de proximité, c'était dire
les chemins et les routes boueuses, puisque c'était l'accord avec celui des noms qui était le plus proche. Je pense qu'à l'heure actuelle, on tolérerait absolument pas d'avoir boueuse dans cette position. Donc c'est une question de tolérance. Moi, je pense que c'est un petit peu un combat d'arrière-garde. Je crois, dans votre questionnaire, sur les mots étrangers aussi dans la langue française. Oui, pardon, oui, effectivement, pardon, il y a une dernière question. Oui, parce qu'en plus, ça concerne un des bouquins de Jean Pruvot, qui a écrit en 2017 « Nos ancêtres, les Arabes, ce que notre langue leur doit », dans lequel vous rappelez que la langue arabe vient en 3e position pour les mots que le français a empruntés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Il se trouve que quand je faisais le cours d'histoire de la langue française à mes étudiants, en cours magistral, donc ils étaient 200 ou 300, et au moment où j'évoquais le rôle de la langue arabe dans la langue française, il y avait une sorte d'émotion qui passait dans la salle, de la part des étudiants, j'allais dire, d'origine française, et aussi de la part des étudiants d'origine arabe, et qui parfois n'avaient pas perçu à quel point notre langue était non pas pétrie, mais avait beaucoup de mots arabes. Et c'est ce qui m'a poussé à faire le livre, pour le faire connaître, parce qu'on parle toujours des mots anglais, les mots italiens, c'est la 2e langue d'emprunt, mais ils sont si proches de nous que, si vous voulez, il n'y a pas ce sentiment d'emprunt. Mais les mots arabes, quand je me lève le matin, que je prends une tasse de café avec 0 sucre, un jus d'orange, que je vais au marché pour acheter des aubergines, de l'estragon, des artichauts, et que, avec mon épouse, puisque pour pas être machiste, je vais pas offrir le lilas, on va s'offrir ensemble le lilas, nous parlons le potiron, nous parlons dans la langue arabe pendant que nos élèves font de la chimie, font de l'algèbre, c'est la langue arabe. Alors, inutile de dire que dans le rap, il y a beaucoup de mots qui sont venus d'ailleurs aussi, et donc c'est une langue qui effectivement est la 3e langue d'emprunt de la langue française. Bon, ça méritait d'être raconté, et je dirais que ça m'a beaucoup ému, parce que je dois dire que ce livre-là, j'ai eu du mal le titre, évidemment, faisait pousser des bons à quelques-uns, et à un moment donné, l'éditeur avec qui je devais le faire, il y a eu des attentats, et il m'a dit « Ah non, on peut plus le faire, les Français détestent les Arabes ». Je me dis, mais vous êtes complètement fou. Ça n'a rien à voir, et c'est pas du tout la même chose. Et donc, j'ai dû lutter avec mon livre pour trouver un autre éditeur, qui a été Lattès. Et là, un succès énorme. Il y a eu un beau matin, il y avait longtemps sur France Info qu'il y a faux ou vrai. Vous savez, on demande si c'est juste ou c'est pas juste. Et un beau matin, on m'a demandé, d'ailleurs c'est mon grand regret, je n'avais pas compris cette émission, j'étais très mal coiffé, mal habillé, j'étais lamentable. Mais bon, le problème c'est qu'il y a eu 6 millions de vues. 6 millions de vues, tout simplement parce qu'il avait eu l'idée, le journaliste, en sortant du métro, il demandait aux gens quels étaient les mots qui étaient français, quels étaient les mots arabes. Alors bled, il le disait, orange, qui en est un évidemment, il le disait, puis tous les autres non. Et après, il expliquait, enfin, je venais expliquer que tous ces mots étaient d'origine arabe. Et ça durait 5 minutes. Et je peux vous dire que je me suis vengé quand même, parce que à l'éditeur en question, je regarde le soir, je vois 1000 vues, ah bon, c'est phénoménal, 6 millions. C'est dire que ça touche les gens de près, qu'on reconnaisse leur langue, qu'on reconnaisse que le français n'est pas que du gaulois, et sûrement pas d'ailleurs, il n'y a qu'une centaine de mots, et pas que du latin, évidemment. Merci beaucoup Françoise Gadet et Jean Pruvot.